La crise politique née de l'organisation du scrutin législatif du 28 avril 2019 n'a pas encore connu son épilogue. On peut oser même dire que les différents protagonistes en sont encore en plein sur le champ de bataille. Les uns et les autres redoublant d'ardeur, de vigilance, d'ingéniosité et de persévérance pour des victoires certaines. Les derniers développements de l'actualité nous en donnent d'ailleurs confirmation. Les sorties ces derniers jours du bloc de l'opposition au régime en place depuis 2016 et aussi du parti Union progressiste en sont suffisamment illustratives. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission. Les législatives d'avril 2019 auront-elles lieu? Et à bonne date? Quel regard porter sur l'imbroglio politique dans lequel se trouve aujourd'hui le peuple béninois? À qui profite cette situation? Et les exigences de l'opposition? Et les assurances de la mouvance présidentielle participent-elles à la cohésion, à la paix, à l'évidence d'une élection inclusive? Législative 2019, le défi d'un scrutin à bonne date, c'est la thématique au cœur de cette émission à part de vérité de ce jour. Et pour en parler, nous avons avec nous quelqu'un qu'on ne présente plus, très active dans le monde politique, Dr Médégan Fagla Sedami, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Madame Sedami Médégan Fagla est membre de la direction exécutive nationale du parti Union progressiste. Toute première question, Dr Sedami Médégan Fagla, dans une déclaration rendue publique ces derniers jours, les forces de l'opposition exigent la démission des membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la démission du ministre béninois de la Justice et demandent la médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Quelle a été votre réaction face à de telles exigences? Merci, Monsieur Ayou, pour cette question. J'ai été très attristée de cette déclaration des forces de l'opposition. C'est à se demander à quel jeu les forces de l'opposition sont en train de jouer, à quoi ils riment et ce qui motive ce genre de prise de position qui s'éloigne un petit peu des objectifs que nous avons actuellement, qui concourent à trouver des solutions qui nous permettraient d'aller vers des élections les plus ouvertes possibles. Ce ne sont pas des recommandations, c'est des exigences. C'est des exigences. C'est ça qui m'attriste, parce que ce sont des exigences farfelues, irréalistes, surréalistes. La Sénat, si tant est que le processus de désignation des membres de la Sénat fait que nous avons au sein de la Sénat tous les acteurs des différents courants politiques, on peut effectivement se dire que le débat politique s'invite à la Sénat. Puisque la Sénat même est une institution politique. Puisque la Sénat est une institution politique. Cependant, ils ont reçu un mandat, ils ont une lettre de mission et nous devons commencer à faire confiance à nos institutions. Ce n'est pas la première fois que la Sénat organise des élections en République du Bénin. Et c'est d'ailleurs cette Sénat qui a conduit les élections présidentielles. C'est d'ailleurs cette Sénat qui a conduit les élections présidentielles dernières. Et il faut savoir que les périodes électorales sont des périodes cruciales pour tous les pays. Des périodes cruciales, des périodes tendues qu'il faut passer. Alors, en quoi ça rime, ou à quoi ça rime de demander qu'en plein milieu de ce processus, l'institution qui est en charge de l'organisation des élections, qu'on demande aux membres de cette institution de démissionner? Sincèrement, ça n'a pas de sens. Et la question que moi je me pose et que je voudrais que mes concitoyens posent aux acteurs de l'opposition, c'est à quoi est-ce qu'ils jouent? Deuxièmement, ils ont demandé la démission du ministre de la Justice.
Sincèrement, ce n'est pas sérieux. Nous avons du mal à les prendre au sérieux lorsqu'ils font ce type de déclaration. Est-ce que c'est eux qui ont nommé le ministre de la Justice? Et qu'est-ce que le ministre de la Justice a fait de mal? Il a donné son opinion comme tous les citoyens béninois actuellement. Je suis ici en train de donner mon opinion. Les acteurs de l'opposition passent leur temps à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de radio, à la télé, à donner leur opinion. Est-ce qu'on demande à ceux d'entre eux qui ont des responsabilités, même dans certaines de nos institutions, est-ce qu'on leur demande de démissionner parce qu'ils émettent leur opinion? Il faut arrêter. À un moment, il faut que l'opposition nous permette de la prendre au sérieux. Et ce n'est pas avec ce genre de déclaration. Et pour finir, il demande que la CEDEAO, une médiation de la CEDEAO. Là encore, je veux savoir si le Bénin est un pays en guerre. D'abord, la CEDEAO a son manuel de procédure. Et c'est la CEDEAO a ses indicateurs qui déclenchent ses visites dans les pays. D'accord? Ils n'attendent pas qu'une partie de l'opinion publique, de l'opinion politique, de la classe politique d'un pays membre leur fasse appel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, bon, franchement, il faut arrêter un petit peu. Ensuite, nous avons déjà reçu une mission de la CEDEAO récemment dans notre pays où ils sont venus évaluer le processus électoral, la mise en œuvre du processus, sa conduite et aussi l'ambiance politique à peu près. Ils sont repartis satisfaits. Ils se sont rendus compte que tout se déroulait conformément aux lois de la République, aux tests que nous avons votés. Ils se sont rendus compte que nous faisons exactement ce que nos tests nous ont prescrit. Et ils sont partis satisfaits. D'ailleurs, ils ont déploré que l'opposition leur prête des intentions et ait osé parler en leur nom dans les médias et ait osé donner une interprétation totalement fausse à leur mission et à leur rôle en fait dans les États. C'est une procédure tout à fait normale. Lorsqu'on approche à quelques semaines d'échéance électorale dans les pays membres, la CEDEAO, garant de la paix dans la sous-région, dans cet espace, déclenche un certain nombre d'actions, comme visiter les pays. Au moment de la mise en œuvre, au moment de l'organisation des élections, ils visitent ces pays pour voir si tout se passe très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons eu, je pense que nous nous en sommes très très bien sortis. Voilà. Madame, docteur Sedami Médégan Faglar, ne pensez-vous pas que l'opposition a raison d'adopter une telle posture au regard de la crise de confiance actuelle entre les membres de la Sénat et les acteurs de la classe politique? L'opposition n'a pas raison. D'abord, on parle de crise de confiance. C'est l'opposition qui crie qu'il y a une crise de confiance. C'est elle qui entretient cette ambiance-là. C'est elle qui nous emmène dans une situation et c'est elle qui passe son temps à crier qu'il y a une crise de confiance. De quoi s'agit-il? La Sénat travaille selon un certain nombre de tests, nos tests, les tests qui régissent notre société, notre République, des tests qui ont été débattus à l'Assemblée nationale, des tests qui ont été votés à l'Assemblée nationale et promulgués par le président de la République. À partir de ce moment, ces tests s'imposent à tout le monde et les institutions, y compris la Sénat, exercent leur prérogative selon ce code-là. Alors, même si il y a quelques remous, même si il y a des choses qui sont sorties dont on peut parler, la Sénat a donné ses décisions et la Sénat n'est pas la dernière institution. L'institution suprême ici qui est garante du respect de la Constitution, de nos textes de loi, c'est la Cour constitutionnelle. Et lorsque la CEDA émet son avis et que cet avis est débattu par la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle rend sa décision, en bon démocrate, il faut s'y conformer. Je me demande si les partis de l'opposition savent ce qu'on appelle la démocratie. Et
Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle nous a permis de suivre les débats. Nous avons suivi, il y a eu des audiences publiques, nous avons suivi les plaidoyers des avocats et des partis de la mouvance présidentielle et des partis de l'opposition. Nous avons suivi le rapport qu'a fait les rapporteurs. Et la Cour constitutionnelle a délibéré, a donné sa décision. Il est temps que nous commencions à respecter nos institutions et nos textes de loi. Et je voudrais... Mais tel que vous parlez, c'était un véritable débat contradictoire devant la Cour constitutionnelle, tel que vous parlez. En tout cas, chaque parti a émis ses arguments. Et il y a même des avocats de chaque camp il y a eu des arguments, absolument. C'était un véritable... Il y a eu des plaidoyers, il y a eu des discussions, il y a eu de véritables débats animés que nous avons eu le plaisir de suivre. Alors, l'objectif de c'est quoi le rôle de la Cour constitutionnelle? C'est de garantir que les décisions prises par les autres institutions de la République sont conformes à la Constitution, n'est-ce pas? Respectent nos textes de loi. Une fois que chaque parti a débattu, une fois que chaque parti a émis ses arguments, a donné ses preuves, la Cour constitutionnelle a sorti sa décision, a délibéré, cette décision s'impose à nous. Et nous savons tous que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Ah oui, absolument. Alors, lorsqu'on est démocrate, de quoi parle-t-on? Lorsqu'on est démocrate, la première chose, c'est le respect des institutions, le respect des textes de loi, le respect des décisions de nos institutions et le respect des textes de loi qui régissent notre société. Et je me pose encore la question de savoir si les partis de l'opposition comprennent véritablement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de démocratie. Aujourd'hui, le débat est terminé. Nous devons avoir arrêté avec ce genre de débat et continuer à avancer. La Cour constitutionnelle a validé certaines lois, a validé en tout cas les décisions de la Sénat. Et pour moi, c'est la fin du débat. Nous devons avancer dans le processus électoral maintenant. Et justement, par rapport à tout le processus électoral, l'opposition affiche une position qui est propre à elle. Quelle lecture en faites-vous? Quelle compréhension avez-vous de cette position de l'opposition? Vous voyez, pour moi, j'ai la compréhension que tous mes compatriotes ont de cette position de l'opposition, que vous-même, Monsieur Charbel, vous avez de la position de l'opposition. Je me rends compte que l'opposition ne veut pas aller aux élections, que l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Je vous en prie, laissez-moi terminer. Elle n'est pas prête pour plusieurs raisons que je ne vais pas évoquer ici. Et elle devrait avoir l'honnêteté de dire à la population pourquoi est-ce qu'elle fuit les élections. Ensuite, elle en a peur parce qu'elle sait que nous les battrons à plate couture. Elle est consciente que nos concitoyens sauront trier le bon grain de l'ivraie. De quoi s'agit-il? Nous avons décidé à un moment de l'histoire de notre pays de changer nos pratiques, de changer nos habitudes, parce que nous nous sommes rendus compte que les habitudes que nous avions n'ont pas concouru au développement économique de notre pays, n'ont pas permis d'améliorer les conditions de vie de la majorité de nos concitoyens. Donc nous avons décidé d'améliorer nos pratiques, et cela dans tous les domaines. Il est difficile de commencer à respecter des règles que nous n'avions pas l'habitude de respecter. Mais cela s'impose à tout le monde. Cela s'impose à l'artisan, à la ménagère, aux petits fonctionnaires, à tous les acteurs de notre société. Alors, ceux-là qui animent le débat politique, qui sont les premiers acteurs de ce pays, sont ceux qui doivent donner le bon exemple, sont ceux qui doivent qui doivent respecter ces textes de loi-là, les plus rigoureux en fait. Donc, pour moi, l'opposition fuit, l'opposition est en train de fuir les élections et essaye de mélanger un petit peu les choses dans la tête de nos concitoyens. Parce que de quoi s'agit-il? Ils sont totalement incapables de donner l'exemple. Ils ne se sont pas organisés. Nous ne pouvions pas deviner que l'opposition a pu faire preuve d'un
tel manque d'organisation que l'opposition a pu faire preuve, qu'on appelle, je ne sais même pas, j'allais parler de, pas de, en tout cas, de manque de rigueur. Que l'opposition a fait preuve de tant de manque de rigueur, que l'opposition n'a pas été capable de respecter, de se mettre au pas pour concourir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors bon, ils se mettent dans le dilatoire, c'est la solution de facilité. Il faut critiquer à tout va, traiter les autres de tous les noms d'oiseaux pour éviter d'aller aux élections. Ils sont en train de fuir les élections. Voilà de quoi il s'agit. Madame Mellega, quand vous dites l'opposition manque de temps, de rigueur, que voulez-vous dire? Mais vous savez, ce que ça a pris à un parti comme l'Union progressiste, qui est quand même un regroupement de plus de 80 partis politiques et alliances, de partis et alliances et mouvements, ce que ça a pris pour ce mastodonte de se conformer au test, ce que ça a pris en termes d'aller-retour, de refus, de larmes, de sacrifices pour y arriver. Vous avez suivi le processus. Nous avons, au lendemain du vote de notre charte des partis politiques, eh bien, l'Union progressiste a démarré tout de suite la procédure qui l'a emmenée au Congrès du 1er décembre 2018, qui a suscité en fait l'intérêt de tout le monde. Nous avons reçu les félicitations de la diaspora, de d'autres partis politiques de la sous-région, etc. Donc voilà, nous avons été jusqu'au bout du processus. Et une fois que nous avons passé le congrès, nous avons continué à nous battre pour l'enregistrement de notre parti. Ça a pris beaucoup d'énergie à l'administration, au présidium, au président Bruno Amousou. Moi, j'ai vu, vous savez, je suis admirative de l'administration que nous avons. Je ne pouvais pas imaginer que des acteurs politiques pouvaient mettre une telle rigueur. Et je suis fière d'avoir participé à ça. Je suis fière d'être progressiste aujourd'hui parce que j'ai vu de la tête, depuis la tête. Parce que l'exemple dans une société doit être donné par la hiérarchie. J'ai vu la hiérarchie de ce parti, j'ai vu le président Amousou regarder chaque dossier, passer des nuits blanches au siège du parti pour veiller que le travail fait par l'administration est conforme à ce qu'on attend. Donc, lorsqu'on a fait tout ça, nous avons respecté les textes de loi, on s'est battu pour faire ça. Et bon, c'est comme aller à un concours. Nous avons pris le temps nécessaire pour potasser, travailler, pour nous préparer à aller aux examens. Et nous avons réussi. Alors, bon, tout le bruit qu'on fait actuellement, le bruit que font les partis de l'opposant, c'est de la mauvaise foi. C'est pour moi, ce sont pour moi de mauvais perdants. Et il n'est pas tout à fait honnête, où ils ne sont pas tout à fait honnêtes dans la posture qu'ils adoptent. Parce que la posture qu'ils adoptent, en traitant les autres de tous les noms, en voulant jouer les victimes, en voulant accuser les autres, en tout cas accuser les partis de la mouvance présidentielle d'être responsables de leur situation actuelle, n'est pas honnête. Et je voudrais demander à mes compatriotes de demander aux partis de l'opposition de venir faire des déclarations plutôt honnêtes. Et nous sommes ouverts de toute façon à les aider à lever les difficultés qui sont les leurs actuellement. Les partis de la majorité, le chef de l'État a donné le top. Il nous a demandé de faire tous les efforts nécessaires pour les aider à lever leurs difficultés. Mais on ne peut pas leur forcer la main. On ne peut pas leur forcer la main. S'ils n'ont pas envie d'aller aux élections, quelle que soit la bonne volonté qu'on affichera, ils resteront dans des déclarations fantaisistes pour éviter qu'on discute, qu'on mène le vrai débat, qu'on mène le débat qui nous permettrait de sortir, qui nous permettrait, nous, de les aider à sortir de la situation dans laquelle ils sont. Parce que nous, de notre côté, nous n'avons pas de problème. Nous sommes en règle. Nos candidats, notre candidature a été votée, notre liste est déposée, notre participation aux élections est validée. Donc, nous n'avons pas de problème. Et c'est fort de cela que vous affirmez que l'opposition ne veut pas aller aux élections. L'opposition ne veut pas aller aux élections. Ça, c'est certain. L'opposition a peur d'aller aux élections. L'opposition sait que
comme je vous l'ai dit, elle n'est pas prête. Hein. De deux, elle n'a plus l'adhésion de la population. La population ne suit plus. Qu'on se dise la vérité, la population ne suit plus parce que nous sommes sur le terrain pour expliquer à la population de quoi il s'agit en réalité. Et lorsque la population elle-même fait des efforts tous les jours pour respecter les lois, elle a du mal à comprendre pourquoi ces acteurs-là, à qui elle a tout donné, qu'on se le dise, qu'on se le dise bien, la population béninoise a tout donné aux acteurs politiques. Alors cette population, donc, à ces acteurs à qui elle a tout donné, à qui elle a donné le droit de participer, d'animer le débat politique de son pays, ne soit pas en mesure d'être rigoureux, ne sont pas en mesure de respecter cette nouvelle dynamique qu'on s'impose nous en tant que citoyens, qu'on leur impose en tant que citoyens. Donc ils n'ont plus l'adhésion de la population, ça c'est certain. Ils ont peur d'aller aux élections, ça c'est certain. Nous reviendrons tout à l'heure au cours de cette émission, Madame Fagla, sur la situation que pourrait créer une démission de la Sénat aujourd'hui dans notre pays à un moment pareil du processus. Mais votre parti, l'Union progressiste, a effectué récemment une sortie médiatique. Je me dis, l'Union progressiste est déjà prête. Votre liste est déjà validée. Mais pourquoi était-il important pour vous d'effectuer cette sortie politique vous-même? Vous savez, dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, une situation qui ne profite qu'à vous, parti de la mouvance présidentielle. Alors, la première chose, vous me demandez pourquoi était-il important pour nous de faire la sortie, d'effectuer cette sortie? Voilà, vous savez, l'Union progressiste est un parti légaliste, un parti démocrate. Vous connaissez le président de l'Union progressiste et vous connaissez les membres du présidium. Donc, vous vous doutez bien qu'ils sont garants, que ce sont les plus grands démocrates, en tout cas, ce sont les plus grands démocrates de notre République et qui sont attachés au respect de nos institutions. Alors, l'Union progressiste a pris le parti d'attendre que la Sénat valide sa liste. Lorsque la Sénat a validé sa liste, nous nous sommes retrouvés dans une situation de contentieux. Le dossier est parti à la Cour constitutionnelle. L'Union progressiste ne pouvait à aucun moment faire de déclaration tant que l'institution mère, l'institution suprême ne délibère. Donc, une fois que la Cour en charge du contentieux électoral, voilà, ne délibère. Donc, une fois que la Cour constitutionnelle a émis sa décision, il est opportun pour nous maintenant de venir sur les plateaux de télé et d'expliquer ce que nous avons entrepris, ce que nous avons fait pendant tout ce temps. Et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est juste que nous en soyons là, que nous ayons nos listes validées et que nous soyons quasi inattaquables. Je vous explique, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous ai un petit peu expliqué le processus de création de notre parti. Je vous ai également expliqué le processus, les difficultés que nous avons et toutes les mesures que nous avons prises pour nous conformer, pour enregistrer notre parti comme étant un parti conforme aux tests de loi. Cela aussi vous a pris de l'énergie? Ça nous a pris beaucoup d'énergie parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Plusieurs fois, notre dossier a été rejeté. Et plusieurs fois, le président Amoussou a dormi pour veiller au grain, au détail près. Nous avions plus de 10 000 dossiers de membres fondateurs. Les tris ont commencé depuis septembre. Nous avons fait le tri sur plusieurs mois, le tri des dossiers. Et malgré cela, il y avait des imperfections parce qu'aujourd'hui, nos institutions, le ministère de l'Intérieur applique la rigueur des lois. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis membre d'une association. Et cette association, en allant déposer notre dossier, il y a 2 semaines, s'est vue recalée. On nous a demandé de retourner signer nos statuts, je vous assure. Et je parle d'une association scientifique. Et je disais à mes collègues, eh bien voilà, si les partis politiques crient au crime, mais je suis désolée,
Les lois s'appliquent à tous maintenant, y compris aux plus petits. Alors pourquoi est-ce qu'on va me demander à nous, associations, de signer, d'aller refaire toute la procédure et de revenir avec des statuts signés par tous les membres fondateurs? Pourquoi on va nous demander cela à nous si on n'est pas aussi exigeant avec les partis politiques? Lorsqu'on est responsable, on donne l'exemple déjà. La responsabilité, c'est ça, c'est une charge morale, intellectuelle et morale. Il faut en être digne. Ou on l'est ou on ne l'est pas. Il faut en être digne. Donc, pour revenir à votre question. Oui, pourquoi était-il si important? Il était important pour nous d'expliquer tout le processus que nous avons fait et de dire fièrement à nos compatriotes, voilà, nous avons travaillé pour mériter votre confiance. Nous avons fait le nécessaire pour avoir le droit de vous diriger, pour avoir le droit de vous représenter valablement. Nous avons fait le nécessaire. Et cela est impératif dans la société que nous voulons bâtir. La deuxième partie de votre question, c'était d'abord pourquoi il était impératif et que la situation nous profite. Je ne suis vraiment pas d'accord. Vous savez, la situation, on peut dire, monsieur, il n'y a que deux partis, les deux grands partis de la mouvance présidentielle qui ont été accrédités par la Sénat pour prendre part. Mais demandez-vous, et je viens de vous dire, je viens de vous expliquer. Ça profite au peuple béninois. Oui, cette situation profite au peuple béninois. Cette situation démontre au peuple béninois que lorsqu'on imprime de la rigueur, on peut y arriver et que c'est vers là qu'il faut aller. Cette situation montre au peuple béninois qu'il doit être exigeant avec ses dirigeants et ne pas leur faire de cadeaux. Je suis désolée. Et n'attendre attendre le meilleur de ses dirigeants. Le minimum, c'est de se conformer aux lois que nous votons et que nous imposons à tout le monde. Je viens de vous dire que pour une association scientifique, notre dossier a été retourné parce que les statuts n'étaient pas signés. Nous avons recommencé toute la procédure. Nous avons perdu un certain nombre de papiers qu'on avait déjà mis, notamment les casiers judiciaires. Mais nous avons dû recommencer toute la procédure. Donc, lorsqu'on est exigeant à ce niveau-là, l'exigence va jusqu'en haut. Voilà. Donc, cette situation profite au peuple béninois. Pas à nous, en fait. Pas à nous. Ça n'a pas de sens de dire cela. D'aucuns pensent, Madame Sedami Fagla, d'aucuns pensent qu'il y a trop d'hypocrisie dans les prises de position des soutiens politiques du président Patrice Talon sur la situation actuelle. C'est aussi votre point de vue? Ce sont les hypocrites qui traitent les autres d'hypocrites. Parce que de quoi s'agit-il? Oui, de quoi s'agit-il? Alors, il y en a qui se battent pour concourir. Il y en a qui prennent toutes les dispositions nécessaires pour concourir. Il y a une autre catégorie qui ne fait pas du tout le travail et qui, au lieu de... Dilatoire? Qui fait du dilatoire, qui depuis le début, parce que la loi a été votée, a été promulguée le 17 septembre 2018. Elle s'est imposée à tout le monde le 17 septembre 2018. Alors, pendant tout ce temps, vous ne nous avez pas vu crier au secours, il y a des problèmes. Non, vous ne nous avez pas vu sur les chaînes, sur les plateaux télé pour dire ça, pour raconter ceci, cela, parce que nous avions d'autres préoccupations. Mériter la confiance de nos compatriotes, imprimer la marque, aller jusqu'au bout, être fier de porter cette réforme-là, parce que les partis les deux partis de la mouvance ceux qui se sont vus valider leur liste, ce sont des partis qui ont porté la réforme. Les membres de ce parti ont porté la réforme. Donc, il était impératif pour ces partis-là de se conformer au test de loi de cette réforme-là. À partir de ce moment, de quoi parle-t-on? On parle d'hypocrisie? Non, nous ne pouvons pas dire une chose et faire son contraire. Nous avons dit quelque chose et nous avons été jusqu'au bout de la chose. Les partis de l'opposition, au lieu de se dire qu'ils auraient pu, moi ce que je dis, c'est qu'ils auraient pu continuer à faire du dilatoire, mais en parallèle, faire le nécessaire pour se conformer. Parce que lorsqu'on sait que nous avons emprunté un chemin où la rigueur est de règle, on se bat pour cela, pour ne pas être recalé sur des détails. Je vous assure que c'était une surprise
de se rendre compte que certains partis de l'opposition n'ont pas été capables de déposer leur liste. C'était une surprise de se retrouver dans cette situation-là. À partir de ce moment-là, ce sont les hypocrites qui taxent les autres d'hypocrites et de tous les noms. Et puis, Madame Sénégan, l'Union progressiste. C'est d'amis, Médégan. Oui, oui. Vous avez dit c'est Médégan? Non, c'est d'amis, Médégan Fada. Oui, voilà. C'est d'amis, Médégan. Alors, veuillez m'en excuser. Non, non, vous pouvez juste dire c'est d'amis. Hein. Il n'y a pas de L'Union progressiste, lors de votre récente sortie, l'Union progressiste se dit prête pour la compétition électorale. De quelle compétition voulez-vous parler? Nous parlons de toute forme de compétition, quelle qu'elle soit, de la plus simple à la plus complexe. Nous sommes prêts à concourir, quels que soient les partis que nous avons en face, quelle que soit l'envergure du parti, quelle que soit l'histoire du parti, du parti en face ou des partis en face. Nous sommes prêts à concourir parce que nous sommes conscients, nous sommes persuadés que nous ne serons pas seuls aux élections. Alors, quel que soit le nombre de partis qu'il y aura, quelle que soit l'envergure des partis, nous sommes prêts à concourir. Nous sommes prêts à aller aux élections. Certains disent que il n'y a que les deux partis de la mouvance présidentielle, donc il n'y a plus de compétition, il y aura juste une distribution des sièges et puis ça y est, quoi. C'est un raccourci. Déjà, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer cela parce que nous avons entamé un processus de dialogue dont nous aurons la conclusion début semaine prochaine. Nous en viendrons, madame. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas conclure du nombre de partis qui iront aux élections. Mais comme je vous dis, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est lorsqu'il y a au moins deux partis qui vont à une élection. Là, la démocratie est déjà à l'œuvre. À partir de ce moment-là, nous sommes dans les règles. En tout cas, pour ma part, l'Union progressiste est dans les starting blocks. Et je vous le répète, quels que soient les partis politiques qui auront en face, quel que soit le nombre de partis politiques, nous armons depuis un certain moment pour remporter les élections. Et nous allons le remporter haut les mains. Mais qu'est-ce qui justifie, madame, cette confiance que vous avez? Parce que depuis le début de cette émission, je vois s'exprimer en vous une certaine confiance. Vous êtes tellement, une certaine assurance. Et je me dis, mais malgré la situation qui prévaut en ce moment, vous avez cette confiance? Monsieur Ayou, je vais vous expliquer quelque chose. C'est la confiance des personnes qui travaillent. C'est l'assurance des personnes qui travaillent sans relâche, qui n'ont peur de rien, qui respectent les règles et qui travaillent. Je dis toujours que le travail donne une assurance que personne ne peut comprendre. Parce qu'il y a quand même des règles. Lorsqu'on travaille, on y arrive. Lorsqu'on travaille avec méthode, lorsqu'on est organisé, lorsqu'on est rigoureux, on y arrive. Et c'est de cela qu'il s'agit au parti, en tout cas lorsque je parle de l'Union progressiste. Je vais encore une fois revenir au présidium de l'Union progressiste, notamment à son président, le président Benoît Amosso. Lorsqu'on connaît l'histoire du président, c'est un baobab. C'est un baobab. Et nous avons énormément de choses. Nous avons une chance immense de l'avoir. Et si vous voyez avec quelle rigueur, avec quelle droiture, avec quel respect il dirige le parti et avec la quantité de travail que nous avons à faire, les tâches qu'on nous demande de faire et la manière dont nous cadrions les 24 circonscriptions, je peux rester confiante. Vous savez, c'est là. Et puis, je veux dire quelque chose, mais c'est l'assurance de ceux qui ont toujours gagné. Voilà. Je veux vous dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une habitude que le travail donne. Lorsque vous travaillez beaucoup, vous y arrivez toujours. Et cette habitude donne une certaine confiance, une certaine assurance. Je suis très fière d'être progressiste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fière d'être progressiste. Ce parti correspond pile poil à mes convictions, à ma personnalité et ma détermination ma détermination est renforcée par ce que je vois de la hiérarchie de ce parti. À partir de ce moment, c'est un plaisir. Et je suis optimiste parce qu'on ne peut pas procéder comme nous procédons, on ne peut pas y arriver. La preuve, notre liste a été validée.
en dépit, en dépit du travail que ça nous a demandé, notre liste a été validée. Donc voilà, le travail paye toujours et ça donne une certaine confiance. En tout cas, on est heureux lorsque c'est une femme qui s'exprime comme cela, notamment dans ce mois de la femme. Si le temps nous le permet, nous y arriverons. Madame, le président de la République, avec cette situation de seulement deux partis, les deux partis de la mouvance qui ont été accrédités, retenus par la Sénat pour le scrutin du 28 avril, le président de la République, avec cette situation, se dit un peu gêné. Se dit un peu gêné, même si ces deux partis ont respecté les tests. Et il a confié une mission au président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji. Où en êtes-vous avec la recherche du consensus dont la mission a été confiée à Maître Adrien Humbedji? Alors, merci, Monsieur Charbel, pour cette question. Déjà, bon, d'abord, je ne suis pas encore députée. Je le serai au soir du 28 avril et vous viendrez fêter ma victoire et celle de mon parti, l'Union progressiste, avec moi, puisque je suis candidate deuxième titulaire dans la 15e circonscription pour le compte de l'Union progressiste. Et la 15e circonscription va du 1er arrondissement au 6e arrondissement de Cotonou. Donc voilà. La bataille sera rude. La bataille, mais nous sommes prêts, nous sommes armés et nous n'avons pas peur. Encore une fois, nous n'avons pas peur de la compétition. Ensuite, la mission qui a été confiée. Alors, vous voyez, bon, c'est un processus qui se déroule très bien. Des informations, en tout cas, que j'en ai, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore à l'Assemblée nationale, mais des informations que nous en avons, nous avons vu que la conférence des présidents s'est réunie, qu'il y a une commission qui a été créée, et nous avons récemment vu que le président de l'Assemblée nationale a convoqué une 4e session extraordinaire pour lundi prochain. Donc, et qu'à l'ordre du jour, il y a l'examen des propositions de loi pour une élection inclusive en 2019. En tout cas, je reprends ce que le communiqué dit. Donc, ça veut dire que le processus se déroule très bien et je peux vous assurer de l'ouverture d'esprit de nos représentants, des représentants de l'Union progressiste dans ce processus-là. Parce que l'ouverture d'esprit fait partie de nos valeurs intrinsèques. Et nous sommes bras ouverts. En tout cas, nos représentants feront tout ce qui est en leur mesure pour arriver à un consensus. Donc, tout se passe très bien. Je suis confiante, je suis optimiste. Le peuple béninois a-t-il de bonnes raisons, le docteur Sedami Médégan-Fagla, d'espérer un résultat positif de cette mission? Alors, au regard de tout ce que... D'abord, il n'y a aucun... Nous sommes dans une situation où l'optimisme est de mise parce que, au regard de tout ce que je viens de vous dire, au regard de la décision que le président de la République a prise tout de suite, après les conclusions de la Sénat, il y a de quoi rester optimiste et je le suis. Cependant, nous ne sommes pas seuls dans le processus et le président de la République et les acteurs de la mouvance présidentielle ne sont pas seuls dans le processus. Et nous avons en face des acteurs qui font preuve, parfois, selon les déclarations, y compris la dernière, il serait légitime de se demander quelle est leur bonne foi. En attendant... Donc il manque de sincérité selon vous? Il me semblerait, j'ai bel et bien l'impression en tout cas, il me semblerait que, au regard de leurs dernières exigences, qu'ils ne sont pas prêts, encore une fois, à mener les vrais débats, qu'ils sont pas prêts, ils ne veulent pas jouer leur partition, voilà, de façon responsable. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas mesurer, qu'ils ne prennent pas la mesure de la situation dans laquelle ils sont, nous sommes prêts pour aller aux élections. Donc, ils ne prennent pas
ils ne prennent pas la mesure de la situation. En tout cas, ils ne prennent pas au sérieux la situation dans laquelle ils sont. Parce que si cela était, ils ne seraient pas encore en train de faire du dilatoire. Je suis triste que dans ce processus en cours, qu'ils aient encore le temps d'aller sur les plateaux télé pour dire ce genre de choses, pour exiger la démission des membres de la Sénat, pour exiger la démission du ministre de la Justice, pour exiger l'intervention de la mission de la CEDEAO. Donc, vraiment, en tout cas, nous sommes ouverts, nous sommes prêts à faire tous les efforts nécessaires, mais on ne peut pas leur forcer la main. C'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas leur forcer la main. Vous ne pouvez pas leur forcer la main. Et en cas d'échec, que va-t-il se passer? Reporter les élections? Il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Quel que soit ce qui sortira des concertations de la semaine prochaine, quelle que soit la réponse sera positive. Et alors, ne pas aller aux élections, pour ma part, ce n'est pas envisageable. Vous savez, ce n'est pas envisageable parce que nous sommes dans une situation où nous avons en face des personnes qui... nous avons en face une opposition qui voit le mal partout, qui cherche la petite bête dans tout, qui est toujours en train de voir la faute chez les autres, qui est toujours la victime de quelque chose, d'un complot. Alors imaginez dans une telle situation, si nous accédons, nous leur concédons de repousser les élections prochaines, eh bien, ils seraient encore capables d'oublier que c'est en leur faveur, c'est pour eux, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts que nous allons à de telles extrémités. Ils seraient capables de l'oublier et de manipuler l'opinion publique pour dire que c'est de notre faute à nous si nous n'allons pas aux élections législatives le 28 avril prochain. À partir de ce moment, au regard du jeu que les acteurs qui sont en face de nous sont en train de jouer, la seule chose que nous avons, nous, acteurs de la mouvance, nous avons de notre côté, c'est la rigueur, le respect des lois. Et tant qu'il s'agit de cela, nous serons toujours fiers, nous pourrons toujours parler avec eux, dialoguer avec eux, la tête haute et leur opposer la loi. Donc voilà. Madame Selami Mélégan, supposons un instant que, comme vous le dites, l'opposition manque de responsabilité, l'opposition fasse du dilatoire, que l'opposition ne mesure pas l'ampleur de la situation dans laquelle elle se trouve, voilà. Et qu'au bout du rouleau, le président de la République se retrouve encore devant le fait accompli. Il n'y a que deux partis de la mouvance, ces deux partis entièrement accrédités par la Sénat, qui se retrouvent encore sur le carreau. Mais il a dit qu'il ne veut pas que ce soit une élection de cette trempe-là, que ce soit une élection inclusive. Il envoie le président de l'Assemblée. Si on se retrouve encore au début, qu'allons-nous faire? Écoutez, nous attendons tous dans cette situation le miracle, en fait. Le miracle, nous attendons que le génie béninois, en tout cas le génie de nos députés, nous sorte quelque chose qui nous permette de respecter nos textes de loi. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi. Et nous n'irons jamais à l'encontre des lois que nous avons nous-mêmes votées. Donc, nous espérons que sortira de cela une résolution qui respectera nos textes de loi et qui nous permettra en tout cas qui permettra d'aller jusqu'au bout de la main tendue que nous faisons au parti de l'opposition. Mais je préfère ne pas émettre d'avis sur la situation dans laquelle on se retrouverait après. Quelle que soit la situation, encore une fois, il faut respecter nos institutions. Et tant qu'on ne saura pas s'arrêter à ça, nous continuerons toujours à tourner en rond. À tourner en rond, parce que c'est de ça. Actuellement, les partis de l'opposition sont en train de tourner en rond. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça en fait, hein. C'est le serpent qui se mord la queue en fait. Les partis de l'opposition sont dans un cercle vicieux, ils n'en sortent pas et ils veulent nous y entraîner. Nous ne rentrerons pas dans leur jeu, nous leur tendons la main parce que nous sommes conscients de la situation actuelle. Nous sommes conscients qu'il y a même si c'est seulement 10 personnes qui représentent, ces 10 personnes comptent autant que les autres personnes. Si les membres de l'opposition
représente l'opinion d'une minorité de la population, nous sommes conscients que cette minorité-là sont autant de Béninois que nous autres. Alors, nous sommes prêts à faire tous les efforts, mais que les textes de loi soient respectés. Ils disent, Madame Fagla, Mélégan Fagla, qu'à l'Assemblée nationale, que ce sont en majorité ceux de la mouvance présidentielle. Donc, en réalité, la balle est dans le camp de la mouvance. Si la mouvance veut donner des doigts ou donner la main ou le bras ou l'avant-bras, que c'est à la mouvance de décider. Puisque à l'Assemblée nationale, c'est elle qui va décider encore. Vous savez, à l'Assemblée nationale, une commission a été mise en place, une commission de 5 personnes. Et il n'y a que 2 représentants de la mouvance présidentielle dedans. Donc, déjà, quand on fait le compte, en tout cas, il n'y a que 2 représentants de ceux qui se sont vus leur liste validée. À part de ce moment, il y a déjà un rapport de force qui n'est pas vraiment le même. Maintenant, je laisse à leur conscience, vraiment, je laisse à la conscience des partis de l'opposition de porter la responsabilité en tout cas de la situation actuelle. Et j'espère qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour arriver au consensus. Parce que ce qui est certain, ceux d'en face sont prêts, nous sommes prêts. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous sommes prêts. C'est une main tendue et à eux de la saisir. À eux de faire les efforts nécessaires pour la saisir. C'est tout ce que je peux dire. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ceux de l'opposition. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'exiger la démission de la Sénat, c'est d'exiger la démission du ministre de la Justice et appeler à la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Madame Mélégan Fagla. C'est d'amis. C'est d'amis. Voilà. Mélégan Fagla. Moi, je ne veux pas penser à la situation, mais selon vous, si à cette étape du processus, la Sénat démissionne, on se retrouverait dans un chaos. Cela n'arrivera pas. Vous en êtes sûr? Pourquoi voudriez-vous que la Sénat démissionne? Non, ce sont les opposants qui le veulent. Mais vous voyez, ce sont les opposants qui le veulent. Donc, en fait, les partis de l'opposition exigent. En fait, les partis de l'opposition sont contre le respect et l'application des textes de loi de notre République. Et il est temps que nos concitoyens leur en fassent le procès. Il est temps qu'on leur demande des comptes pour cela. Il est temps qu'on leur demande quelles sont leurs réelles motivations. Parce que demander la démission de la Sénat, tout simplement parce que la Sénat a appliqué le code électoral dans toute sa rigueur, demander la démission de ses membres, c'est une aberration. Et pour ma part, je trouve que les personnalités de l'opposition ne sont pas dignes de représenter ne serait-ce qu'une minorité de notre population. Parce que... Vous y allez un peu trop fort. Parce qu'ils y vont un peu fort aussi. Ils y vont un peu fort. Demander les démissions des membres de la Sénat, la démission des membres de la Sénat, la démission du ministère de ministre de la Justice, l'intervention de la CEDE, ils ne sont pas responsables. Et c'est comme s'ils ne prenaient pas la mesure En fait, ils sont en train de nous entraîner dans une situation qui n'arrivera jamais au Bénin. Parce que ce que j'adore chez mon peuple, c'est notre capacité à toujours savoir ramener la balle à terre lorsqu'elle veut aller trop loin. Et les partis de l'opposition oublient que les Béninois ont cette capacité-là, oublient que les Béninois ont toujours fonctionné comme ça. Quel que soit là où vous allez les suivre, ils ne vous suivront jamais jusqu'au bout. Si ce bout-là va emmener... Voilà, si ce bout-là est le précipice, si ce bout-là c'est la limite, si ce bout-là peut nous faire basculer dans une situation que nous n'admettrons jamais. Et c'est comme s'ils oubliaient cette capacité du peuple béninois. C'est comme s'ils oubliaient cela. Et ils essaient de jouer, mais ils peuvent toujours continuer à jouer. Mais cela les rattrapera. J'en suis persuadée. Au moment où ils s'y attendront le moins, cela les rattrapera. Et nos concitoyens, mes concitoyens, leur demanderont des comptes en temps et en heure. La question c'est, pourquoi ne vous battez-vous pas? Pourquoi n'avez pas vous pris le temps nécessaire pour vous conformer aux tests de loi? Afin qu'on évite cette situation-là.
un temps soit peu, si un minimum vous estimez que vous représentez 10 personnes, ne serait-ce que 10 personnes ou 20 personnes, eh bien, vous devez faire le nécessaire pour être digne de la confiance de ces personnes-là. À partir de ce moment, je demande à nos concitoyens de leur demander des comptes. Voilà. Une absence, médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, docteur Sedami Medigan-Fagla, dans le contexte actuel, ce serait une absence de souveraineté du peuple béninois, ce serait une capacité pour le peuple béninois? Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin, pour ma part, j'estime que nous n'en avons pas besoin, parce qu'on demande une médiation lorsque les droits, lorsqu'on refuse à une partie de la communauté politique de bénéficier des lois en vigueur, de bénéficier de leurs droits. Or, nous... Ils veulent que la Sénat démissionne, ils veulent que le ministre de la Justice s'en aille. Ils veulent que le président de l'Assemblée nationale soit mis fort clos. Monsieur Charbel, qu'est-ce qui a mené cette situation? Nous avons voté des textes de loi. Certains, connaissant, ayant pour habitude, d'abord, il ne faut pas oublier que dès le début, son premier discours de la 7e législature, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il y avait un certain nombre de réformes à faire, y compris la réforme du système partisan. Le ton était donné. Après des années de discussion, en tout cas des mois de discussion, de débat, la réforme a été mise sur pied. Nous avons voté des textes de loi qui se sont imposés à tout le monde, du plus grand au plus petit. On se retrouve avec des acteurs qui, effectivement, ne sont pas d'accord ou n'ont jamais été d'accord avec un certain nombre de dispositions de cette loi. Mais nous sommes en démocratie et la démocratie, c'est la loi de la majorité. Lorsque la démocratie s'est appliquée par la loi de la minorité, nous, acteurs de la majorité, nous sommes toujours inclinés. Nous n'avons pas mené de polémique autour de ça. Nous n'avons mené aucun débat autour de ça parce que nous sommes démocrates, nous sommes légalistes et nous respectons nos institutions. Maintenant que la démocratie s'applique dans toute sa franchise, où c'est la loi de la majorité qui s'impose à tous, nous avons une minorité qui ne veut pas respecter ces lois et qui demande à d'autres institutions de venir l'aider à ne pas respecter les lois de la République. Ah oui, c'est cela. C'est de ça qu'il s'agit. Une minorité qui exige que la CEDEAO vienne pour l'aider à abroger des lois que nous avons votées, que nous avons débattues, que nous avons votées et qui se sont imposées de façon démocratique. Ils demandent à la CEDEAO de venir remettre notre démocratie en cause. Cela n'arrive. Je pense que la CEDEAO de venir remettre notre démocratie en cause. C'est de cela qu'il s'agit. En exigeant ou en demandant que les missions de la CEDEAO viennent se mêler de notre débat à l'état actuel, c'est demander à la CEDEAO de venir remettre notre démocratie en cause. Et cela ne se fait que dans les pays où la démocratie ne fonctionne pas. Et ce n'est pas le cas au Bénin. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Lorsqu'un test est voté à la majorité, on respecte ce test-là. Lorsque la démocratie doit s'appliquer par la minorité, nous avons subi, nous, acteurs de la majorité, nous avons subi des défaites liées à cette minorité-là. Et pourtant, lorsque nous avons voulu imposer l'indépendance des institutions à travers notre constitution, nous avons voulu garantir l'indépendance de nos institutions à travers une révision de la constitution. Ce sont les acteurs de l'opposition qui ont combattu cela. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont les acteurs de l'opposition qui ont combattu cela et qui ont fait échec à cela. Est-ce que vous nous avez vu venir sur les plateaux télé dire « Oh, mais pourquoi » Est-ce que vous nous entendez même en parler encore? Est-ce que vous nous voyez pleurer tous les jours sur les chaînes, sur les plateaux télé, sur les forats pour en parler? C'est fini. C'est la démocratie, elle s'impose à tout le monde. Lorsque, quelle que soit la sentence, aussi dure qu'elle soit, la responsabilité des acteurs politiques, c'est de s'incliner face à la démocratie. Voilà. Madame Sedami Medigan-Fagla, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Mais avant de vous laisser conclure, nous sommes en train d'égrener les derniers jours du mois de la femme. Vous êtes une femme battante. Aujourd'hui, que pensez-vous? Quelle lecture faites-vous de la célébration encore de la Journée internationale de la femme? Alors,
Cette période est une période pour moi solennelle, une période de réflexion et une période où je pense, où d'abord mes premières pensées vont à toutes ces femmes qui vivent dans des communautés où la condition féminine est moins bien valorisée que la condition animale. Je pense à toutes ces femmes, bien sûr, il y a des sociétés comme ça. Je pense à toutes ces femmes qui, lorsqu'elles mettent au monde des enfants, qui vivent dans des communautés où, lorsqu'elles mettent au monde des enfants qui sont des filles, elles préfèrent tuer ces filles-là à la naissance. Je pense... Ça se passe encore. Dans beaucoup de pays. Je pense à toutes ces femmes qui, parce qu'elles sont des femmes, sont considérées comme appartenir à la société, comme des objets dont on peut disposer à tout moment. Je pense à toutes ces filles qui sont à peine dans la puberté, qui ne le sont même pas encore, et qui sont à peine dans la puberté, qui sont mariées de force. Je pense à toutes ces veuves qui sont lynchées dans certaines sociétés parce qu'elles sont veuves, parce qu'on les accuse de tous les maux. Et à côté de ça, je pense à toutes ces femmes qui ont fait quelque chose pour la condition féminine. Je pense aux Amazones béninoises dont le sang coule dans nos veines, dans les veines des femmes béninoises, de la femme béninoise que je suis aujourd'hui. Je pense à notre reine, Tassi Rangwe. Vous êtes plus qu'une Amazone. Merci beaucoup. Je pense à notre reine, qui est mon ancêtre direct, Tassi Rangwe. Et je me dis que les femmes ont fait du chemin. Certaines communautés ont fait du chemin sur la question des femmes. Mais qu'il y a beaucoup d'autres communautés qui ont encore du chemin à faire. Et c'est un moment où je me demande quelle serait cette chose qu'on pourrait faire, cette chaîne qu'on pourrait mettre en place pour garantir à toutes les femmes, à toutes les filles, quel que soit leur âge en fait, quel que soit de la fille à la femme d'un certain âge, quelle est cette chose qu'on peut faire pour garantir l'autonomie des femmes, pour garantir l'accès aux mêmes droits que les hommes dans toutes les communautés. Et c'est plutôt ça qui me taraude dans cette période-là. Vous en parlez avec tellement d'émotion. Madame Selami Médigan-Fagla, mais oui. J'en parle avec tellement d'émotion parce que moi, je suis une chanceuse. Et je me rends d'autant plus compte de ma chance parce que moi, j'ai été élevée par des parents formidables, par un homme formidable. Ah oui, j'en sais quelque chose. Merci beaucoup. Et en fait, tant que j'étais avec lui, pour moi, c'était juste normal. Mais lorsque j'ai commencé à prendre conscience de la condition féminine, dans ma société déjà, dans la société béninoise déjà, lorsque j'ai commencé à me rendre compte que lorsqu'on sort de Cotonou, les femmes n'ont même pas le droit d'hériter. Les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Que certaines filles sont encore mariées de force. Que certaines filles subissent encore l'excision, etc. Et que vous êtes je me rends compte que je suis une privilégiée. J'ai été élevée comme une princesse. Et cela m'oblige à encore plus d'humilité en tant que femme et encore plus de respect à la condition féminine. Cela m'oblige à encore plus de respect. À vous battre davantage pour la femme. À me battre davantage pour la femme. Parce qu'une seule femme qui y arrive, c'est 20 femmes, 30 femmes, 60 femmes, 100 femmes derrière elle qui vont y arriver. Et c'est la société qui en gagne. Et c'est la société qui y gagne énormément. Madame Sénégan, Madame Sedami, Voilà. Médigan Fagla, vous allez bien vouloir m'en excuser. Non, mais j'ai l'habitude, ça m'arrive souvent et j'ai compris. On m'a expliqué pourquoi. On me dit c'est des gants, on fait un mélange. On fait un mélange de tout.
Alors, nous sommes au terme de cette émission. Mon réalisateur vient de me le signaler. Je vais vous laisser conclure. Très bien. Je voudrais rassurer mes concitoyens que nous, acteurs politiques de la mouvance présidentielle, sommes parfaitement conscients de la situation dans laquelle, de la situation que traversent les partis de l'opposition actuellement dans notre République. Et fort de cela, je voudrais rassurer mes concitoyens que nous sommes prêts à faire tous les efforts nécessaires pour trouver le consensus qui leur permettra de participer aux prochaines élections. Je voudrais cependant dire à mes concitoyens qu'il faut que nous soyons très exigeants avec nos dirigeants. Parce que c'est à eux de donner l'exemple, qu'ils doivent mériter que nous leur disons qu'ils doivent mériter notre confiance. Et pour cela, ils doivent être les premiers à respecter nos textes de loi d'une part et nos institutions d'autre part. Et que cela faisant, ils seraient véritablement dignes de nous représenter. Merci. Le scrutin aura lieu le 28 avril prochain? J'ai foi, j'ose croire cela. Madame Sedami Medi-Ganfagla, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Le conflit mouvance-opposition né de l'organisation du scrutin présidentiel du 28 avril prochain se poursuit. Et au dire de notre invité, le docteur Sedami Medi-Ganfagla, membre de la direction exécutive de l'Union progressiste, du parti Union progressiste, c'est le manque de rigueur et le manque de responsabilité des partis de l'opposition qui crée tout ceci. Et les opposants sont à l'origine de leurs problèmes. Elle souhaite que le consensus soit vite trouvé afin que le scrutin puisse se tenir, qu'on n'exige pas la démission de la Commission électorale nationale autonome, la démission d'un ministre, l'invitation de la CEDEAO à remettre la démocratie béninoise en cause. En tout cas, c'est la lecture et qu'elle fait de ces déclarations, de ces exigences de l'opposition. Une fois encore, Madame Sedami Medi-Ganfagla, je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.